Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La transidentité, un florilège d'identités. Le transsexualisme est l'exemple le plus parlant, parce que le plus extrême sur l'échelle de nos représentations, de l'exercice de la singularité, Maudieu Thomas. Le minimum requis, esquisse et cadre. L'affirmation des identités trans est un phénomène récent et inconnu du grand public, qui ne comprend pas toutes les différences qu'il peut y avoir entre transsexe et transgenre par exemple. Les termes transsexuels et travestis sont les plus usités lorsqu'il s'agit de discourir sur ces personnes qui changent de sexe ou de genre, sachant que vivre socialement dans l'autre genre ne veut pas dire qu'il y ait forcément opération chirurgicale. Quelques repères. Le terme transidentité a été importé par le collectif STS67. Plusieurs groupes l'ont adopté pour désigner les personnes transsexuelles, transgenres, travestis. Le terme transsexualité a été rejeté par les personnes transsexes en raison de la référence même du mot à la sexualité, alors qu'il s'agit indiscutablement d'une question d'identité. Les transgenres ne se reconnaissent pas plus dans le terme travesti, les désignant péjorativement et ne faisant aucune distinction entre les personnes vivant dans un genre social opposé binairement à leur genre d'éducation, et les travestis occasionnels. Les personnes transgenres sont concernées par l'hormonothérapie, éventuellement par des opérations de chirurgie esthétique, mais non par l'opération de conversion sexuée. Cependant, certaines d'entre elles souhaitent le changement d'état civil leur évitant de subir des actes de discrimination dans leur vie quotidienne. Le clivage entre les groupes était réel dans les années 90 et l'est encore dans une certaine mesure, les mots ne faisant que l'accentuer. Les termes trans ou transidentité effacent symboliquement les différences et permettent d'aller au-delà des divergences et de construire des revendications sur des valeurs et des nécessités communes. L'identité et l'expression de genre font lien. Le terme de transidentité sera usité le plus souvent, sachant qu'il faudra parfois déroger à cette volonté car les mots ont aussi un cadre et un contexte qui fait sens. Une histoire de la transidentité serait certainement un écrit pertinent, afin de démontrer que les identités trans ont toujours existé, mais cet essai n'a pas cette prétention et ce n'est pas notre sujet puisque notre intérêt porte précisément sur la médiatisation de la transidentité, une période récente de l'histoire du groupe trans. Après Lily Elbe et Christine Jorgensen, la Française Coccinelle opérée en 1958 au Maroc fait cette fois-ci la une des journaux non pour son opération mais pour son mariage en 1960. Mariage médiatisé dans le monde entier. En recherchant dans les archives publiques de l'INA, on trouve trace de la pionnière 25 française. En 1962, l'émission Reflet de Cannes offre un spectaculaire exemple sur la perception de l'époque du transsexualisme et de Coccinelle. La voix de François Chalet commente un mouvement de caméra montrant une foule curieuse. Encore un détour par la plage. Qui donc regarde cette foule manifestement inspirée ? Une femme naturellement. Quelle question ? Et naturellement, de la meilleure espèce. Il n'y a qu'un ennui. Cette femme en effet est un homme. Il paraît même qu'elle s'est mariée à l'église. Qui donc pourrait donc songer à mal ? Pas elle. Ou lui. Comme il vous plaira. Mais cela vous plaît-il tellement ? Pas à nous. Nous venons de décrypter l'opinion la plus ancienne que nous soyons parvenus à obtenir de la transsexualité, et d'une personne transsexuelle à la télévision. En 1973, on retrouve Coccinelle dans le journal télévisé de 13h à l'occasion de l'ouverture du 26e Festival de Cannes. Le commentaire sur Coccinelle qui pose ostensiblement avec les photographes est le suivant. Tout à l'opposé, de l'acteur du film Godspell, Coccinelle, chanteuse et danseuse dans un numéro de Marilyn Monroe qui aurait mangé trop de choucroute. Le commentaire du journal télévisé de 20h du lendemain sera moins moqueur sur les mêmes images que la veille. La couleur en plus, bonsoir jolie madame. À moins que ce ne soit un insecte masculin, qui répond au doux nom de Coccinelle. N'oublions pas que la soirée d'inauguration est avant tout la soirée des stars, voire des people pour utiliser un terme plus actuel et Coccinelle est un personnage public. L'image s'intéressera encore à elle la saisissant dans la foule des stars, peu avant la montée des marches. Là, vous ne la reconnaissez peut-être pas, ou bien vous la connaissez sans la reconnaître. C'était Coccinelle. Les transsexuels entrent alors pour longtemps dans la sphère des médias en général,
du tube cathodique en particulier. Les transsexuels et transgenres masculins entreront sur la scène médiatique 20 ans plus tard. De la psychiatrisation de l'identité. Le transsexualisme est à ce jour toujours référencé dans le DSM-4, Manual of Mental Disorders. Pour mémoire, en 1973 l'American Psychiatry Association vote le retrait de l'homosexualité du DSM-2, et toute référence à l'homosexualité en tant que maladie mentale disparaît en 1987 dans le DSM-3-AR. L'histoire des définitions illustre l'évolution des mentalités. En 1953, le Dr Harry Benjamin décrit le transsexualisme comme une entité nosographique qui n'est ni une perversion, ni une homosexualité et en donne la définition suivante lors d'un symposium à l'Académie de médecine de New York. Le transsexualisme est le sentiment d'appartenir au sexe opposé et le désir corrélatif d'une transformation corporelle. En 1968, Robert Stoller définit à son tour le transsexualisme comme la conviction d'un sujet biologiquement normal d'appartenir à l'autre sexe. Chez l'adulte, cette croyance s'accompagne, de nos jours, de demandes d'intervention chirurgicale et endocrinienne pour modifier l'apparence anatomique dans le sens de l'autre sexe. En 1980, le transsexualisme fait son entrée dans le DSM-3-34. Il est classé dans les troubles psychosexuels. 5 points le définissent. Le sentiment d'inadéquation et d'inconfort quant à son sexe biologique, le désir d'être débarrassé de ses organes génitaux et de vivre comme sujet de l'autre sexe, la persistance continue du trouble pendant au moins 2 ans, l'absence d'ambiguïté sexuelle ou d'anomalie génétique, absence d'un autre trouble mental comme la schizophrénie. En 1982, dans un rapport approuvé à l'unanimité par l'Académie de médecine, le professeur René Kuss donne cette définition : sentiment profond et inébranlable d'appartenir au sexe opposé, malgré une conformation sans ambiguïté en rapport avec le sexe chromosomique et besoin intense et constant de changer de sexe et d'état civil. En 1984, le DSM-IIR classe le transsexualisme dans les troubles de l'identité sexuelle. Il est toujours défini par le sentiment persistant d'inconfort et d'inadéquation par rapport au sexe biologique, la persistance du trouble pendant au moins 2 ans, mais on y précise le désir de se débarrasser de ses caractères sexuels primaires et secondaires, la puberté, et la tendance sexuelle antérieure, spécifier la tendance sexuelle antérieure, asexuelle, homosexuelle, hétérosexuelle ou non spécifiée. En 1985, les explications de Jacques Breton viennent compléter la définition de la façon suivante. Le transsexualisme est une affection mentale rare qui consiste, chez un sujet normalement constitué, en la conviction d'appartenir au sexe opposé. Cette conviction, véritable idée prévalente est précoce, permanente et inébranlable. Le transsexualisme n'est pas curable par les thérapeutiques psychiatriques actuellement disponibles. La satisfaction de la demande de traitement hormonal et chirurgical et du changement d'état civil paraît le plus souvent améliorer l'état du patient et éviter ou faire disparaître les complications. Dépression, anxiété, désadaptation socio-professionnelle et affective, voire tentative de suicide et d'autocastration. Le transsexualisme est dû à une perturbation de la phase psychique de la différenciation sexuelle dont on ne connaît pas la cause. En 1987, Charles Frohwirth, Jacques Breton et Agorset reprécisent : le transsexualisme est une affection mentale rare qui consiste, chez un sujet normalement constitué, en la conviction d'appartenir au sexe opposé. Cette conviction est précoce, permanente et inébranlable. C'est une idée prévalente, c'est-à-dire une idée fixe qui occupe de façon quasi permanente le champ de la conscience et qu'il faut différencier de l'idée délirante d'une part. Le transsexualisme n'a pas les caractères cliniques d'une psychose, et de l'idée obsédante d'autre part, qui est ressentie comme étrangère par le sujet qui cherche à s'en débarrasser. En 1993, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit à son tour le transsexualisme comme suit. F64 troubles de l'identité sexuelle, F64.0 transsexualisme. A désir de vivre et d'être accepté en tant que personne appartenant au sexe opposé. Ce désir s'accompagne habituellement du souhait de transformer son corps pour le rendre aussi conforme que possible au sexe préféré, et ce grâce à la chirurgie ou à un traitement hormonal. B. L'identité de type transsexuel est présente, de manière persistante depuis au moins 2 ans.
C. Le trouble n'est ni un symptôme d'un autre trouble mental tel qu'une schizophrénie, ni associé à une anomalie chromosomique. L'OMS précise encore: il s'agit d'un désir de vivre et d'être accepté en tant que personne appartenant au sexe opposé. Ce désir s'accompagne habituellement d'un sentiment de malaise ou d'inadaptation envers son propre sexe anatomique, et du souhait de subir une intervention chirurgicale ou un traitement hormonal, afin de rendre son corps aussi conforme que possible au sexe désiré. La version 4 du DSM en 1994 voit évoluer la dernière définition en date. Le diagnostic de transsexualisme est remplacé par trouble de l'identité de genre. À identification intense et persistante à l'autre sexe, ne concerne pas exclusivement le désir d'obtenir les bénéfices culturels dévolus à l'autre sexe. Chez les adolescents et les adultes, la perturbation se manifeste par des symptômes tels que l'expression d'un désir d'appartenir à l'autre sexe, l'adoption fréquente des conduites où on se fait passer pour l'autre sexe, un désir de vivre et d'être traité comme l'autre sexe, ou la conviction qu'il ou elle possède les sentiments et les réactions typiques de l'autre sexe. B. Sentiment persistant d'inconfort par rapport à son sexe, ou sentiment d'inadéquation par rapport à l'identité de rôle correspondant. Chez les adolescents et les adultes, l'affection se manifeste par des symptômes tels que vouloir se débarrasser de ses caractères sexuels primaires et secondaires par exemple. Demande de traitement hormonal, demande d'intervention chirurgicale ou d'autres procédés afin de ressembler à l'autre sexe par une modification des caractères sexuels apparents, ou penser que son sexe de naissance n'est pas le bon. C'est l'affection ne s'impose pas concomitante d'une affection responsable d'un phénotype hermaphrodite. D. L'affection est à l'origine d'une souffrance cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Spécifié pour les sujets ayant atteint la maturité sexuelle, attirés sexuellement par des hommes, attirés sexuellement par des femmes, attirés sexuellement par les deux sexes, attirés sexuellement ni par un sexe ni par l'autre. Le Haut Comité de la Sécurité sociale française s'appuie sur la CIM-10 pour définir la liste des affections longue durée. Le transsexualisme figure dans la rubrique affections psychiatriques de longue durée. Si cette ALD autorise la prise en charge des personnes trans par la sécurité sociale, elle a aussi son prix, la psychiatrisation. Lorsqu'on constate que la recherche n'a en 50 ans jamais démontré la psychopathologie de la transidentité, on peut légitimement s'interroger sur la présence du transsexualisme dans les maladies mentales. Une précision importante et non des moindres: contrairement à l'homosexualité, la transidentité a un lien insécable avec la médicalisation dans la majorité des formes d'expression de la transidentité, hormones, chirurgie, suivis médicaux. L'une des conséquences que pourrait éventuellement avoir la déclassification serait la démédicalisation dans certains pays. On imagine bien les craintes des associations à s'engager franchement dans cette voie. Des groupes craignent par exemple que la CRS soit considérée comme une simple opération de chirurgie esthétique, et par conséquent non prise en charge par le régime général de santé. Voici décrit le principal obstacle en l'état à la déclassification de la transidentité du DSM-4 et très probablement de la version V, car ce qui est vrai pour la France, l'est aussi pour de nombreux autres pays. La lecture des pages 360 à 372 du livre de Pat Califia, Le mouvement transgenre, sur ces questions est instructive. En France, 3 positions s'affrontent dans le groupe transidentitaire. 1. La DE accent aigu psychiatrisation totale en maintenant l'ALD. 2. Le désengagement total de l'État et de la psychiatrie des questions de genre. 3. Déclassification mais maintien de la transidentité comme trouble soumis au suivi psychiatrique. Il semble que les partisans de chacune de ces positions aient de plus en plus de difficultés à se parler. Du protocole. Cette classification permet au protocole français d'interdire implicitement le choix du médecin, puisque la personne s'engage dans un suivi pour le moins cadré avec une équipe dite officielle. Ces équipes constituées existent en nombre très réduit en France et sont composées d'un psychiatre expert, d'un endocrinologue et d'un chirurgien. Des témoignages affirment que choisir un autre chirurgien que celui de l'équipe est complexe car les seuls chirurgiens pratiquant l'opération de conversion sexuée dans le service public appartiennent obligatoirement aux équipes instituées.
Les Standards of Care, SOC, standards de soins, de la HBIGDA, dont le collège de scientifiques et d'experts revoit ses recommandations au fur et à mesure que les connaissances sur la transidentité évoluent, pourrait représenter une alternative au protocole actuel si l'on fait la synthèse des revendications du groupe trans, y compris celles des groupes les plus radicaux, en considérant les SOC comme une rupture avec la psychiatrisation forcenée de la transidentité et la durée excessive du protocole. Ces SOC ne sont en aucun cas un protocole se substituant à un autre, mais des recommandations évolutives et par conséquent révisables, d'autant plus si la Haute Autorité de la Santé accepte d'associer les associations et collectifs trans comme ces derniers le souhaitent. Dans la version 6 des SOC, on peut lire au chapitre 6. Psychothérapie des adultes, paragraphe 2. La psychothérapie n'est pas une condition absolue pour la thérapie triadique. Tous les patients adultes ayant un TIG n'ont pas besoin d'une psychothérapie en vue de commencer le test de vie réelle, les hormones ou la chirurgie. Les programmes individuels varient dans la mesure où ils ressentent un besoin de psychothérapie. Quand l'évaluation initiale du professionnel de la santé conduit à la recommandation d'une psychothérapie, le clinicien devrait spécifier les objectifs du traitement et estimer sa fréquence et sa durée. Il n'y a pas de nombre plancher de séances psychothérapiques requis préalablement à la thérapie hormonale, l'expérience de vie réelle ou la chirurgie pour 3 raisons. 1. Les patients diffèrent en leur aptitude à atteindre des objectifs similaires dans un temps spécifié. 2. Un nombre minimum de séances tend à être interprété comme un obstacle qui décourage la véritable opportunité d'un développement personnel. 3. Le professionnel de santé mentale peut être un soutien important pour le patient durant toutes les phases de la transition. Les programmes individuels peuvent fixer des critères d'admission, allant jusqu'à des nombres minimaux de séances ou de mois de psychothérapie. Le protocole français impose 2 ans de suivi minimum avant d'accéder à l'hormonothérapie, et à l'opération, réalisée 1 an à 2 ans plus tard. Quelques exceptions ont été signalées par le bouche à oreille, mais sans jamais être vérifiables. On peut lire au chapitre 6. Psychothérapie des adultes, options d'adaptation de genre, processus. Acceptation des fantasmes personnels homosexuels ou bisexuels et des comportements orientation sexuelle, comme distincts des aspirations relatives à l'identité de genre et au rôle de genre. Peut-on y voir la reconnaissance pure et simple de l'homosexualité ou de la bisexualité chez les personnes trans? Fait totalement nié par les équipes actuelles en France. Les témoignages des personnes suivies nous disent en substance: on sait que l'on doit cacher son homosexualité sinon le suivi devient encore plus compliqué. On peut lire encore au chapitre 7. Conditions de la thérapie hormonale pour les adultes, paragraphe 2. Critères d'admission. L'administration d'hormones ne doit pas être entreprise à la légère à cause des risques médicaux et sociaux. 3 critères existent. 1. Être âgé de 18 ans. 2. Faire la preuve d'une connaissance suffisante quant aux effets médicaux des hormones, et à leurs avantages comme à leurs inconvénients en société. 3. Soit A. Une expérience attestée de vie réelle d'au moins 3 mois avant l'administration d'hormones, ou B. Une période de psychothérapie d'une durée spécifiée par le professionnel de santé mentale après l'évaluation initiale, habituellement un minimum de 3 mois. On constate une nouvelle fois le gouffre entre le traitement du trouble de l'identité de genre dans certains pays dont la France et les recommandations de la HBIGDA. Il faut cependant souligner que les SOC ne font pas l'unanimité dans certains collectifs transidentitaires qui les jugent transphobes et toujours porteurs de psychiatrisation. Ces collectifs dénigrent, pour ne pas dire combattent, parfois assez violemment, les associations ou personnes ayant envisagé d'étudier la possibilité de faire adopter ces recommandations par le corps médical pour les substituer au protocole actuel. Mais l'accusation selon laquelle des groupes trans souhaiteraient maintenir la psychiatrisation de la transidentité semble toutefois tenir de l'argument idéologique sans autre forme de procès. La réalité du terrain est distincte, le désir d'améliorer les suivis lorsqu'ils sont librement choisis dans le dialogue. La suite de ces définitions appelle un commentaire plus global. Si le transsexualisme moderne débute dans les années 50, ce n'est qu'en 1979, pour la France du moins, que le SAS médico-légal organise un trajet cadré,
codifiée et dictée mais non coordonnée à cette date avec les institutions, la médecine et la justice. Les changements d'identité étaient impossibles, la législation statuant sur l'état d'indisponibilité de la personne. Doit-on accepter l'idée que cette institutionnalisation du suivi n'aurait pas eu d'incidence sur la personne trans, comme sur son acceptation ou son refus d'appartenir à un groupe? On éprouve un réel vertige à la lecture de toutes ces définitions tentant de qualifier et contenir cette affection, ce trouble, dans une catégorie conceptuelle rationalisant cet irrationnel qu'est aux yeux du monde le changement de sexe. Aux hormones en vente libre des années 50 et 60, succèdent les cabinets de psychiatrie des années 80 et 90, puis les parcours et les discours anti-assimilationnistes des années 2000 dénoncés comme libertaires y compris par des personnes trans. Le positionnement est verrouillé par toutes les approches à visée thérapeutique ou d'explication de cette idée folle, et de sa réponse qu'il est tout autant, comme l'illustre cette remarque de Pierre-Henri Castel. Il n'y a par définition aucune solution au problème des transsexuels, parce qu'il n'y a pas de solution à ce qui se présente d'emblée comme une remise en cause radicale de ce qui fait l'humanité. Doit-on accepter cette posture de PH Castel? Nous lui opposons un autre questionnement. S'il n'y avait tout simplement pas par définition de solution au problème des transsexuels, parce qu'il n'y a pas de problème à ce qui se présente d'emblée comme une perspective enfin perceptible de ce qui fait la pluralité de l'humanité que nous ignorions jusqu'à ce qu'elle éclate au grand jour avec ses expressions conjoncturellement singulières de l'identité? Au-delà du réel, encore le réel. Sur le protocole, une analogie vient à l'esprit. Le cabinet du psychiatre pour la personne dite transsexuelle à l'égal de la pièce en attendant Godot. Les personnages, psy et trans, sont en lieu neutre. Pour assumer tant bien que mal une situation difficile dont on ignore la cause, le transsexualisme, ils attendent quelque chose l'un de l'autre, montrez votre conviction, prouvez-moi, pour l'un, donnez-moi le certificat, reconnaissez-moi, autorisez l'opération, pour l'autre, et meuble l'attente de petits riens, des avis du psy, le récit d'une histoire personnelle. Qui est qui? Le cabinet comme lieu de l'absence, de l'inexistence, où seule la parole permet à l'action également inexistante, de persister, à des individus sans identité acceptable, d'exister. Des identités trans s'engagent sur d'autres chemins, et la psychiatrie sait finalement peu de choses de ces routes empruntées hors de tout suivi en déjouant les pronostics d'échec social. Les trans sont-ils en mesure d'être des experts de la transidentité? Pour Tom Rocher, psychologue clinicien, se définissant comme homme d'origine transsexuelle, la posture de la psychanalyse et de la psychiatrie à l'égard des transsexuels peut être qualifiée de transphobe, voire d'homophobe et de sexiste. L'argument tient essentiellement à la position HE accent aigu TE accent aigu hétéronormative, des théories mises en pratique par les experts et les praticiens. Florence Gilles de Muro résume la pensée de Tom Rocher avec efficacité dans un mémoire très instructif dans son étude de terrain. Il reproche ainsi aux psychiatres et psychanalystes le fait de maintenir leur propre identité dans le domaine de l'intime et du privé, tout en explorant, théorisant, diagnostiquant et traitant sur les identités trans. L'étudiante fait référence à un article de Tom Rocher dans la revue Multitude. Par ailleurs, aucun des auteurs ne dit à quelle catégorie il appartient quand il prend la parole. L'identité trans est l'énigme à découvrir, identifier, diagnostiquer, traiter. Alors que l'identité des experts psy relève du privé. Mais à partir de quelle énonciation identitaire produisent-ils leur discours d'experts? Quelle peut être la nature des discours, des recherches effectuées, et des suivis prescrits lorsque l'expert éprouve de l'aversion pour les sujets observés, les patients? Nous renvoyons aux travaux de Tom Rocher pour les nombreux exemples hors limités des travaux et des écrits de Colette Schilland, Patricia Mercader, Catherine Millot, une littérature datant mais faisant toujours loi. Les écrits plus récents de Pierre-Henri Castel n'ont guère fait évoluer la perspective bien que s'ils s'opposent à la vision psychiatrisante de la psychanalyse sur le transsexualisme, ils déplorent cependant la perte de l'ordre symbolique induite par Interrogation du genre par les trans. Ils qualifieraient peut-être ces lignes d'exposé de motifs, dévalorisant l'idée même d'une expertise des personnes trans. Comment interpréter l'usage systématique du prénom masculin devant le prénom féminin de Kate Borstein, pour la citer dans l'ouvrage La métamorphose impensable, entre autres écrits de l'auteur. Citons le proverbe africain ouvrant le mémoire de DESS de Tom Rocher.
Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Le proverbe amuse en première lecture, et touche ensuite par l'identification possible lorsqu'on fait partie d'un groupe stigmatisé, discriminé et psychiatrisé. Le proverbe sous-tend l'idée de pouvoir que les uns ont sur les autres, sur ce que ce pouvoir autorise en termes d'écriture de l'histoire. Au-delà de la portée ironique du proverbe, il faut y voir un appel à contribution. Doit-on s'efforcer de répondre à la question : la recherche peut-elle et doit-elle être engagée ? Lorsque le chercheur travaille sur l'environnement, doit-il s'efforcer de taire ses sentiments face à la dégradation indiscutable de cet environnement qu'il constate tout au long de son travail ? Si la psychiatrie atteint la maltraitance théorique, doit-on s'insurger qu'on lui fasse opposition avec énergie ? Nous ne cherchons pas à démontrer que le transsexualisme est une bonne ou une mauvaise chose, ni à l'encourager ou le décourager. C'est cela qui serait une idée folle, mais à travers une expérience singulière à adopter une posture d'ouverture et d'authenticité que l'on retrouve dans ces propos de Kate Borstein. Je savais que je n'étais pas un homme. D'après toutes mes lectures, le seul autre choix, c'était une femme et tout le monde sait qu'une femme n'a pas ces trucs qui pendouillent, alors je me suis dit, autant m'en débarrasser. Et là, lorsque j'ai commencé à découvrir ce que la société et la culture attendaient des femmes, j'ai dit non, je ne fais pas partie du lot. La culture nous a abusivement séparés en deux sexes opposés, et il est grand temps de les réconcilier. La clé de l'extrait étant dans l'expression « ce que la société attendait des femmes ». De notre expérience peuvent naître des perspectives inédites. Des dépassements sont possibles en vertu de l'observation participante que nous pouvons réaliser au sein des classes de genre instituées au nombre de deux, l'homme et la femme s'il fallait le dire. On peut énoncer un constat. La littérature psy est devenue cette instance de contrôle normatif de la binarité absolue devant ce qu'elle considère comme une référence incontournable de l'humanité. Il n'y a que deux sexes, donc deux genres. Il s'agit de maintenir le groupe des transidentités comme une exception permanente. Contexte des transidentités. Les années 2000 sont marquées par une explosion du nombre de collectifs et d'associations transidentitaires. Ce phénomène semble lié à l'Internet à travers la multiplication des sites associatifs, pages perso, chats, forums et blogs. Le mouvement trans a sans conteste bénéficié des nouvelles technologies de l'information. L'échange d'informations a ainsi produit non seulement du avoir et du support, mais a aussi contribué à l'amélioration des conditions de vie des personnes. L'isolement ne fait plus loi, tout comme le manque d'informations. On peut désormais tout trouver sur Internet. Des textes théoriques ardus jusqu'à des témoignages poignants parfois surfaits, de la question des hormones, de leurs dangers et de leurs bienfaits jusqu'aux produits eux-mêmes, des photos d'opérations et des descriptifs des techniques jusqu'aux coordonnées des chirurgiens thaïlandais, belges, anglais ou américains. Des associations, des collectifs et Internet. Tout comme l'ont fait sur le terrain les associations des années 90, l'AAT, l'ASB, le CARITIG, le PASTT, les échanges sur le web réduisent l'isolement des personnes en les rapprochant et en leur offrant des outils pour comprendre. Dans le même temps, au lieu de laminer l'associatif transidentitaire existant, l'Internet participe au contraire à son développement. STS a été le premier exemple. Précisons, nous parlons d'Agora concernant le média audiovisuel, sachant que cet espace était la place principale d'Athènes dans la Grèce antique, le centre de la vie politique, administrative, commerciale et religieuse. Le lieu de rassemblement où l'on venait se rencontrer, se parler, s'exprimer. L'évolution du tube cathodique et la démocratisation de l'accès à l'Internet ont vu l'apparition du forum comme espace virtuel où chacun peut s'exprimer sur un sujet donné. Dans la Rome antique, le terme désigne un espace qui sert de place publique, lieu des annonces et du marché, des échanges et des discussions. L'agora fut un lieu unique de débat, les lieux décrétés comme forum furent des espaces de démocratie multiples. L'idée que la télévision et Internet soient désormais deux médias interdépendants favorisant l'émergence de nouveaux groupes semble acceptable. Ces 2 dernières années, des groupes actifs ont émergé avec une volonté d'ancrage local et parfois national. Transcend a une ambition nationale, ETT a une filiation directe avec STS, Mutatis Mutandis regroupe des volontés souhaitant structurer un groupe informel sur la région de Bordeaux, Transact assure une visibilité lors de la LGP de Montpellier,
Sans contrefaçon à Marseille est axé sur la culture trans. À travers des conférences débats et une production audiovisuelle, Transinfo Échange est un collectif qui assure du support et organise des festivals sur les thèmes du queer, du genre ou encore du féminisme. Chrysalide dans la région de Rennes offre un support. C'est pas mon genre. Trans sortant de L'-ombre, Résistrance et Le Geste sont les groupes les plus récents. Signalons pour repères historiques la MAHO fondée par Marie-André Schwiedenhammer en 1965, l'ABC fondée par Gaby et Claire en 1975, le Centre du Christ libérateur du pasteur Doucet en 1976, et l'AMEFAT du docteur Marie-Ange Grenier fondé en 1981. Le GAT, groupe activiste trans, est un cas à part. Constitué en 2002, en dehors de toute forme associative, politique ou syndicale responsable aux yeux de ses membres, d'une corruption liée aux notions consubstantielles de domination et de pouvoir, son mode d'action est choc et contre-productif pour les uns, salutaire et fier pour les autres. Le groupe s'est fait remarquer par de nombreux ZAP, dont celui dit ZAP Mercader à la Cité des Sciences. Les actions du GAT ont suscité des débats, des polémiques et des divisions dans la communauté. S'inscrivant dans une pensée anti-assimilationniste, il a eu l'effet d'un véritable électrochoc permettant ainsi à des groupes trans de se repenser hors du cadre psychiatrique et normatif. Notons avec Marie-Hélène Boursier que le mouvement anti-assimilationniste est né aux États-Unis, avec Transsexual Menace et Gender Pack. En France, l'action du GAT a visé à accent aigu psychologiser et à démédicaliser le discours des transsexuels. Les politiques transgenres mettent l'accent sur l'oppression que représente cette obligation à l'invisibilisation, passing is oppressive, sur la fixité et la pauvreté des identités de genre qu'elle impose. Elles y opposent des techniques de visibilisation dans l'espace public, les ressources de l'acting up, de l'acting bad et du coming out en tant que trans, la production de masculinité et de féminité différentes 92. Certaines des associations citées ont formé la coordination Existrans née suite à l'organisation de la 9e édition de l'Existrans à Paris, le 1er octobre 2005. Cette coordination fédère les différents groupes sur des actions communes comme des communiqués de presse à l'attention du CSA ou des marques, ainsi que sur les revendications à porter jusqu'à la Haute Autorité de la Santé, HAS. Réussite selon les uns, échec selon les autres, cette coordination a le grand mérite d'exister mais le tort de n'avoir pas su ou pu constituer de réels groupes de travail spécialisés. Parallèlement aux événements français, on note à l'international que le travail des premières personnalités trans s'étant lancé dans la militance trouve aujourd'hui une certaine ampleur avec Internet, une nouvelle fois à l'honneur, grâce au travail de Christine Burns Grande-Bretagne, de Lynn Conway 97 États-Unis, ou encore de Carla Antonelli Espagne, et de nombreuses personnalités. Leurs sites forment une base d'informations et de questionnements relatifs à l'identité de genre, au transsexualisme, au transgéandérisme. On voit naître des pages telles que Transsexual Women's Successes et Successful Trans Men sur le site de Lynn Conway, ou Transex Famosas chez Carla Antonelli qui côtoient de véritables bases de données en termes d'informations, de témoignages et de liens sur Internet. Les pages des réussites ont le mérite de mettre en avant des succès dans diverses disciplines des personnes transsexuelles et transgenres. On peut être trans et informaticienne, actrice, médecin ou personnalité politique. Ces médiations sont positives, la marge n'est pas la seule voie. Mais cette mode des parcours dits réussis ne doit pas venir constituer un nouvel îlot d'élitisme et générer une nouvelle oppression symbolique. Il est nécessaire de souligner le rôle déterminant de mutualisation permis par Internet, et de diffusion dans un second temps, un contre-pouvoir à une certaine parole des psychiatres ou d'experts dénoncés comme autoproclamés. Peut-on y voir l'embryon d'une culture communautaire ouverte, dont les forums constitueraient l'un des signes les plus vivants ? Les savoirs sont partagés, discutés, analysés, synthétisés et diffusés. Ces personnalités incontournables sur la toile et parfois dans leur pays, font-elles aussi une analyse plutôt pessimiste sur l'écriture du transsexualisme télévisuel ? Lynn Conway par exemple regrette la persistance des vieux stéréotypes quand on l'interroge sur sa vision du transsexualisme à travers le traitement télévisuel. Il est clair que les médias, dont la télévision, tout autour du monde perpétuent de vieux stéréotypes au sujet des femmes transsexuelles en particulier. L'histoire est toujours la même, prostituées, artistes de cabaret ou femmes dans la transition.
N'existe-t-il aucun juste milieu? La critique n'est pas adressée à une partie de la communauté, mais à la réduction de cette même communauté qui n'est plus représentative de la réalité. La transphobie. La transphobie est une discrimination liée à l'expression d'identité de genre. Elle touche toutes les transidentités. Elle se manifeste par le rejet, les agressions verbales et ou physiques allant parfois jusqu'à l'assassinat de la personne. Cette forme de discrimination n'a pas été reconnue par la loi contre les discriminations, ALD, sous le motif qu'après opération et changement d'état civil, les transsexes sont soit hommes soit femmes. On dénote bien entendu une méconnaissance totale de la transidentité. Le groupe activiste trans aura suite à cette exclusion la formule « On ne discrimine pas les fous, on les soigne ». En effet, les crimes transphobes ne sont pas réprimés comme tels. Les agressions verbales dont la plupart entrent d'ailleurs dans le champ de l'homophobie, travelots, folles, pédés, barges, malades mentaux, pervers, ne sont donc pas reconnues par la société et ses institutions. Les discriminations professionnelles ne disent pas leur nom et forcent dans une grande indifférence les personnes à la démission, à l'exclusion et à la précarisation. La télévision regorge d'exemples de transphobie, du reportage facile à l'émission peu ou mal documentée, en passant par la publicité humoristique ou encore la petite phrase qui tue. Voyons l'exemple assez ancien mais prégnant de Gérard Rolls, le 1er juillet 1998 à l'émission Le Club du Mondial 102. Le présentateur passe d'un écran à l'autre faisant le point avec divers correspondants présents dans les villes où vont se dérouler les quarts de finale de la Coupe du Monde. Le correspondant de Saint-Denis lance une plaisanterie. « Vous présentez bien l'Eurovision ?» Rire. Gérard Rolls répond « Oui, mais moi je ne suis pas un travelot. » À quoi cette phrase faisait référence? À Dana International, qui avait remporté pour Israël le 43e concours Eurovision de la chanson. De notoriété publique, la chanteuse est transsexuelle. Son succès à l'Eurovision l'avait médiatisée à l'échelle européenne voire mondiale, et il est vrai qu'elle se prêtait aussi au X, symbole S. Dans le contexte israélien, crise du processus de paix, intégrisme religieux, il n'était pas étonnant de voir la chanteuse décriée par les religieux et soutenue par les gays et les lesbiennes. Sa musique techno s'adresse à la jeunesse dont une grande partie n'a que faire de sa spécificité semble-t-il. Une belle carte de visite sur laquelle il y avait écrit « Tolérance » lisait-on dans la presse. Avant et après sa victoire à l'Eurovision, la présence de la chanteuse était indispensable sur nos studios de télévision, à Canal+ notamment 105. La jeune femme ne semblait pas dupe de la situation, encore moins de l'intérêt que lui portaient les médias. Dana International, considérée comme pop star et transidentité, ne pouvait devenir qu'un modèle positif pour des transidentités plutôt coutumières des médiations négatives. Plus largement, cette discrimination touche aussi les intersexes. Le stéréotype social transmis culturellement par les sociétés occidentales nous conduit à opérer des nourrissons intersexués à la naissance pour répondre à l'injonction « Il n'y a que deux sexes, il n'y a que deux genres ». Un moratoire concernant les intersexes est en vigueur dans plusieurs États des États-Unis. Il n'est pas rare de retrouver une personne opérée à la naissance se retrouver dans un parcours transsexe à l'adolescence ou l'âge adulte, car le sexe choisi pour lui ou pour elle n'était pas le bon. Tout comme les homosexuels en leur temps, les trans demandent la DE accent aigu psychiatrisation comme réponse à la discrimination, constatant toujours cette même expression du refus de la différence, comme déni imposé au groupe lui conférant un statut excluant et autorisant une discrimination dont les personnes peuvent être victimes à l'échelle d'une vie entière. Un syndrome qui fait parler. Pour achever ce bref panorama des différents contextes de la transidentité qui fondent sa culture, un fait demeure incontournable. La question des termes et des définitions au sein de ces différents groupes qui doivent d'une manière ou de l'autre tenter de travailler ensemble. On y parle de transsexualité dans l'un, de transgenre dans l'autre, de transidentité désormais. On peut y rencontrer des discours naturalistes et antinaturalistes, essentialistes et anti-essentialistes et constructivistes et anti-constructivistes. L'expression syndrome de Benjamin popularisée par Tom Rocher, dès la création de l'association du syndrome de Benjamin a immédiatement suscité des controverses. Dans les années 96 et 97, le reproche le plus fréquent était « c'est trop médical ». En 2007,
L'expression se trouve encore dans de nombreux documents d'association, y compris nouvellement créés, tandis que d'autres lui mènent la vie dure. On a pu lire ou entendre « Le syndrome nous a trop médicalisés, il nous a fait beaucoup trop de mal, il a servi nos tortionnaires, il a fait le jeu de la psychiatrisation, il est pathologisant ». Ce florilège d'expressions, que l'on peut retrouver sur le net, démontre la difficulté d'appréhender le cadre et le contexte d'énonciation des termes et de leur définition. Faisons-nous avocats des différentes parties. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.